Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Compétences interculturelles. Compétences interculturelles. Collection dirigée par Altaïa Manso. Compétences interculturelles est une collection destinée à présenter les travaux théoriques, empiriques et pratiques des chercheurs scientifiques et des acteurs sociaux qui ont pour but d'identifier, de modéliser et de valoriser les ressources et les compétences interculturelles des populations et des institutions confrontées à la multiplicité des référents socioculturels et au contact des différentes cultures. Les compétences interculturelles se révèlent capitales, notamment dans le double effort d'intégration positive des personnes issues de migration, qui doivent à tout le moins se positionner à la fois par rapport à la société d'accueil et par rapport au milieu d'origine, eux-mêmes en constante transformation. Les travailleurs sociaux au sens large, les enseignants, d'autres intervenants, mais également les décideurs chargés des politiques d'accueil et d'intégration des migrants et des minorités culturelles, sont concernés par ce type de compétences professionnelles pour mener à destination de ces publics des actions de développement social et pédagogique efficaces. Même si l'objectif de la présente collection est prioritairement de faire connaître les travaux de l'Institut de recherche, formation et action sur les migrations, IRFAM, et de ses nombreux partenaires internationaux, cet espace d'expression est ouvert aux équipes pluridisciplinaires qui souhaitent contribuer à l'approfondissement des savoirs et des savoir-faire en matière de développement interculturel. Déjà paru. Caterina Seraidari, La ville, la nation et l'immigré. Rapport entre Grecs et Turcs à Bruxelles, 2012. Patricia Allen et Altaï Manso dire, Appropriation du français par les migrants. Rôle des actions culturelles, 2012. Laurent Muller et Stéphane Tapia, Migration et culture de l'entre-deux, 2010. Dekrutzen et Amanso, Compétences linguistiques et socio-cognitives des enfants de migrants. Turcs et Marocains en Belgique, 2003. Amanso, Compétences interculturelles des jeunes issus de l'immigration. Perspectives théoriques et pratiques, 2002. Introduction. En quelques années, l'éloignement d'un lieu à l'autre n'a plus été un obstacle. Les distances se sont considérablement réduites. Ainsi, Moscou n'est qu'à quelques heures de Paris par avion et Beijing aussi. Le monde s'est planétarisé et est devenu un immense village. Les populations se sont mises à voyager et c'est comme si leurs flux, reflux, leurs allers-retours ne s'arrêtaient plus. Dans le même temps, ces changements n'ont pas été les seuls. Les peuples ont subi, vécu d'autres bouleversements en tout genre, politiques, économiques, avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de bonheur. Lorsque nous nous rendions en Chine, à partir des années 1990, accompagnant des touristes français, nous débarquions dans un pays aux 1000 chantiers. Il y avait des constructions partout, des échafaudages, des grues. Au nord comme au sud du pays et chaque voyage que nous effectuions, nous devions retrouver nos marques, car de nouveaux buildings étaient sortis de terre et avaient remplacé d'autres bâtiments trop vieux, des places avaient été aménagées. Nous avions le sentiment d'atterrir chaque fois dans un pays nouveau. On imagine ce que cela a pu représenter pour les populations. La construction du barrage des Trois Gorges par exemple, a conduit au déplacement de millions de villageois qui vivaient aux alentours. Même dans la capitale, une bonne partie du vieux Beijing a disparu. Seuls, quelques hutongs, anciens logements au cœur de la ville, ont été préservés pour le tourisme. Les personnes âgées, les personnes en précarité ont dû émigrer vers la périphérie. Toutes leurs relations, leurs modes de vie ont été transformés. Il y a bien eu des protestations. Mais la politique de la Chine n'a pas laissé prise à ces mouvements. Tout est vite rentré dans l'ordre. L'on est en droit de se demander, mais à quel prix ? On a parlé récemment du phénomène nouveau sur le continent des suicides, de l'augmentation des dépressions. Depuis les années d'après-guerre, 1950, les périodes se sont succédées et ne se ressemblent pas. Présidence de Mao, période des Gardes rouges, présidence de Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao et aujourd'hui de Xi Jinping. Les Chinois ont surmonté bien des périodes tourmentées, et l'on se demande si c'est leur système familial qui les a protégés ou l'héritage philosophique spirituel ancien qui les a préservés de ces vents de folie meurtrière. Le basculement du rien au tout avoir, tout posséder,
A-t-il comblé un manque, une soif insatiable d'inconnu, une frénésie vers les autres mondes, vers ce qui leur était interdit pendant si longtemps, l'ouverture vers l'étranger? Le millénaire philosophique, la sagesse des enseignements de Confucius ont imprégné les populations. Une discipline patriotique imposée sous la menace, tout est contrôlé, surveillé, tient les populations obéissantes, soumises. Le règne de l'empereur n'existe plus, mais le président du Parti communiste de la Chine qui l'a remplacé assure un pouvoir très fort, symbole d'une autorité patriarcale, rempart contre toute effraction extérieure. Tout cela a permis que se maintiennent et se transmettent les identités, les codes et les valeurs spécifiquement chinois. Nous allons donc aborder modestement cette question à partir de l'expérience d'enseignante que nous avons eue à Dalian. Cadre thématique. Dans les années 1997 à 1998, diverses circonstances nous ont amenés à enseigner la langue française en Chine. Nous avons été affectés dans le nord-est du pays, et plus précisément, à l'Université des langues étrangères de Dalian. Les Français n'étaient guère attirés à l'époque par le nord de la Chine. Ils préféraient s'établir à Beijing, anciennement Pékin, la capitale politique et administrative, Wuhan, où se regroupaient et se regroupent toujours les établissements français et les Français expatriés, ou Guangzhou, ex-canton, grand port dans le sud, ville d'émigration en étroite relation avec la France. En effet, ces trois villes sont situées plus au centre ou au sud du pays. Le nord-est apparaissait perdu aux confins de la Sibérie, si éloigné de tout. Le temps passé à l'université de Dalian nous a donné l'opportunité de rencontrer de jeunes Chinois ELS à un moment où, tout en Chine, commençait à s'accélérer et à s'ouvrir vers l'extérieur, communication, commercialisation. Dès l'année 2001, la Chine entre en effet dans l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Les Chinois commencent à émigrer en grand nombre et à s'installer dans tous les pays du monde. Certains étudiants de Dalian que nous avions eus en cours sont parmi eux. Nous avons d'abord enseigné à des jeunes dont les familles avaient plus de 2 enfants, nés à la fin de la politique de Mao, puis à des étudiants issus de la politique de l'enfant unique, sous la présidence de Deng Xiaoping. Les uns et les autres ne se ressemblaient pas dans leur comportement. Certains parmi les plus âgés, qui apprenaient notre langue, ne nous adressaient jamais la parole. Selon les consignes du parti, on ne parle pas à des étrangers. D'autres, plus jeunes, n'envisageaient qu'un départ loin de leur pays et cherchaient de fait les contacts. Âgés accent aigu S de 22 ans à 25 ans, ces filles ou garçons achevaient leurs études supérieures en langue française et devaient faire le choix d'un métier qui les ferait entrer dans la vie active. Beaucoup d'entre eux semblaient écartelés entre l'attachement quasi viscéral au pays, après la longue histoire de la construction de la Chine communiste, indépendante depuis 1949, et l'aspiration à une liberté sans frontières. La plupart sont restés au pays, où ils ont trouvé un emploi. Quelques-uns l'ont quitté. Ils vivent à Paris, à Québec ou en Afrique. Notre questionnement concerne cette confrontation entre nous, l'étrangère, le professeur de français, ce que nous avons pu représenter à leurs yeux et eux, jeunes Chinois, face à leur avenir. Ils portent sur leurs identités, leurs codes, leurs valeurs. Quel parcours ont-ils fait? Que sont-ils devenus? Comment vivent-ils, loin de chez eux? Nous les avions interrogés lors de notre séjour en Chine. Ne retournant pas ces dernières années à Dalian, nous en avons rencontré quelques-uns, expatriés à Paris. Ce livre présente, outre quelques repères de l'histoire chinoise, du contexte universitaire où nous avons enseigné, des résultats aux tests que nous leur avions fait passer au sujet de leurs identités, de leurs codes et de leurs valeurs. Nous rapportons également les quelques entretiens que nous avons menés au sujet de leurs projets et de la réalisation de ceux-ci, à Paris. La ville de Dalian et la région du nord-est de la Chine. L'arrivée à Dalian. Quand l'avion, venant de Beijing, aborde sa descente sur l'aéroport de Dalian, nous pouvons apercevoir par le hublot de nombreuses îles qu'entoure une mer aux 1000 éclats argentés qui étincelle au soleil. Nous apercevons la ville, enveloppée par une luminosité voilée, image que nous retrouverons lorsque nous longerons la côte pour nous rendre à Lushun, l'ancienne Port Arthur. Dalian, à l'origine Luda, en japonais, Dairen, anciennement Port Arthur, se trouve à la pointe sud de la péninsule de la province du Liaoning. La ville est bordée au sud par la mer Jaune,
au sud-ouest par la mer de Bohai et est située à proximité du Japon et de la Corée. Elle couvre 12 574 km². C'est une ville nouvelle qui a à peine 100 ans d'existence. Tout en relief, elle est constituée par une trentaine de baies et de nombreuses îles. Elle s'étend sur 1906 km de côte. Dalian est une des villes modernes de la Chine, l'une des plus occidentales. Il y règne un climat particulier. Climat de mousson avec une température moyenne à l'année aux environs de 10°C. L'air est propre et la ville est, elle aussi, propre. Ce qui la distingue des autres grandes villes chinoises qui sont polluées et apparaissent souvent aux visiteurs et aux touristes étrangers grises et comme couvertes par une épaisse brume. Elle compte actuellement environ 6 690 432 habitants, recensement officiel 2010, qui y résident et qui la place au 16e rang des grandes cités chinoises. Le port est particulièrement important et imposant. Construit dès 1899, il comprend 6 terminaux. Il se range au 3e rang des ports chinois après ceux de Guangzhou et de Shanghai. Il est devenu le premier port à l'exportation. 1. Le contexte géographique. Dalian est située dans la province du Liaoning, province du nord-est de la Chine et fait partie avec les 2 autres provinces, l'Heilongjiang et le Jilin, des 3 provinces orientales de la Chine, toutes 3 appartenaient à la province de Mandchourie. Le terme de Mandchourie est d'origine occidentale, en mandchou, manju en chinois, manju, et n'a qu'un sens géographique. Autrement dit, la Mandchourie était le quadrilatère délimité par les monts Kingan à l'ouest, le fleuve Amour au nord, l'Ussuri à l'est ainsi que la frontière coréenne et au sud, la péninsule du Liadong. C'était un vaste territoire couvrant 1 550 000 km² au nord-est de la Chine, et 1 million de km² de l'est de la Russie à l'océan Pacifique. La région du Liaoning est composée par de vastes plaines et plateaux. Le climat y est rude et sec. Pendant la saison hivernale, le thermomètre peut descendre à 20°C, 40°C en Sibérie. Au contraire, l'été est agréable et Dalian est d'ailleurs devenue une ville de villégiature pour des Chinois de l'intérieur qui cherchent un peu de fraîcheur en période de chaleur et du repos. 2. Le contexte historique, quelques repères chronologiques. Avant les 19e-20e siècles, la Mandchourie fut longtemps peuplée par des Mongols et des Toungous. L'occupation mongole au XIIIe-XIVe siècle dévasta la région qui était très boisée et la transforma en région quasi désertique. C'est au XVIe siècle que l'un des chefs des tribus mandchous, Nurbachi, va unifier la région. Devenu roi en 1616, il fait de Shenyang la capitale et regroupe les tribus en bannières militaires. Les bannières militaires consistaient en divisions administratives dans lesquelles toutes les familles mandchoues se trouvaient réparties. Elles structuraient non seulement l'organisation militaire mandchoue, mais aussi l'ensemble de la société mandchoue. En effet, tout mandchou, homme ou femme, appartenait à une bannière et cette appartenance était héréditaire. Le rôle de chef de Nurbachi se renforça encore après la conquête de la Chine par son fils qui lui succéda en 1644. Le système des bannières servit à la dynastie des Qing pour préserver l'identité mandchoue, en particulier grâce au système des mariages, tout en dotant d'institutions civiles et militaires le pays, permettant ainsi de le contrôler. La dynastie des Mandchous régnera jusqu'en 1911 et portera la puissance chinoise à son apogée au XVIIIe siècle. Hormis des colonies militaires qui ont été installées au XIVe siècle, sous la dynastie des Ming, et des bagnards, loyalistes, intellectuels, qui sont déportés à Liaoyang, Jilin. Jusqu'au début du XIXe siècle, la Mandchourie restera interdite d'accès à l'ensemble de la population chinoise des Han. Les Mandchous dominaient les Han. Entre eux, l'hostilité était très grande même si les Mandchous se montrèrent toujours respectueux envers les valeurs chinoises. La région était peu peuplée, 1803. Elle était le domaine des pasteurs. Les Mandchous avaient verrouillé le territoire pour en faire la nation mandchoue, avec le monopole de l'or, de la racine de ginseng. Ce n'est qu'à partir du XXe siècle que l'immigration chinoise va changer complètement l'aspect de la région par la mise en culture des terres. De 14 millions d'habitants, on passera à 100 millions. Aujourd'hui, les Mandchous ne représentent plus que 10% de la population et résident principalement dans le Liaoning. Cette région fut très convoitée au XIXe,
XXe siècle par la Russie qui parvint à détacher le nord-est de la région au nord du fleuve Amour et à l'est de l'Ussuri. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les Russes étaient présents dans la région. Ils purent construire une ligne de chemin de fer, le transmanchourien reliant Irkoutsk à Vladivostok et une base militaire à Port-Arthur, Luchun, à l'extrémité de la péninsule du Liaoning. Les concessions ferroviaires amenèrent une vague d'immigration de coulis chinois, paysans, ouvriers dans les industries, pendant leur occupation. Les grandes puissances dont la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie vont établir un partage d'influence sur la Chine au début du XXe siècle. Puis, les Japonais attaquent Port-Arthur en 1904 et récupèrent Sakhaline, le Liadong et le chemin de fer sud-manchourien sur les Russes. En 1911, la dynastie mandchoue est renversée après 250 ans de règne et Sun Yat-sen proclame la première république chinoise. C'est alors que les Japonais se manifestèrent à nouveau. Ils se positionnent en rivaux de la Russie à qui ils reprennent leurs privilèges et dès 1928 conquièrent les 3 provinces, le Liaoning, le Jilin, le Heilongjiang. L'occupant japonais rétablit la dynastie mandchoue des Qing et instaure en Mandchourie un gouvernement fantoche, celui de l'empereur Puyi. La Mandchourie fut alors appelée le Manzhugo, le pays des Mandchous, enclave ethnique, véritable colonie des Japonais. Sous leur contrôle, la Mandchourie va connaître un développement économique important avec l'exploitation des mines de charbon, de fer, la construction du chemin de fer, l'équipement des villes. De 1920 à 1929, 4 millions de Chinois migrent à nouveau dans la région comme main-d'œuvre au service des Japonais. La Mandchourie passe de 32 millions d'habitants en 1930 à 42 millions en 1940. Flux et reflux de population vont caractériser la période dominée par le Japon. Pendant ce temps-là, la Chine est en plein chaos. Le Parti communiste, PC, est fondé à Shanghai dès 1921. En 1927, Chiang Kai-shek entreprend la liquidation des communistes et de leurs troupes et marque la rupture. Puis, la révolution urbaine selon le modèle soviétique disparaît au profit du modèle conçu par Mao qui entraîne les paysans dans la reconquête de la Chine. Basé dans les massifs du Jiangxi, au cœur de la Chine, Mao préside la République soviétique, proclamée en 1931 par le premier congrès des soviets chinois. La longue marche va commencer en 1934. Elle s'étendra sur 12 000 km, Yan'an devenant la capitale du pouvoir communiste. Dès 1938, des bases d'appui existent dans toute la Chine pour les communistes, les Rouges. Le Japon capitule après la bombe lancée sur Hiroshima par les alliés américains, 1945. On assiste à la déroute du Kuomintang. En 1945, l'armée soviétique occupe à nouveau la Mandchourie et avant son repli, elle démonte les usines et les transfère en Union soviétique. En 1948, l'armée de Mao Tse-dong reprend la Mandchourie et le régime communiste rattache la province à la région autonome de Mongolie. Ce rattachement durera jusqu'en 1969. La République populaire chinoise, RPC, qui comprend un espace de 9 561 000 km² est proclamée le 1er octobre 1949. C'est à ce moment-là que les camps de prisonniers, les Laogai, vont être installés sur la région frontalière au nord. La région jouera un rôle important dans le développement du pays. Après des périodes de turbulence aux frontières sino-soviétiques, la coopération semble s'être faite. Mais rien ne peut prévoir l'avenir, et d'autres conflits entre la Russie et la Chine peuvent toujours éclater. La République populaire de Chine a hérité d'un espace plus vaste que l'espace originel, peuplé de Chinois Han. Le territoire légué par les Mandchous en 1911 au régime républicain d'abord, 1911 à 1947, est constitué par un mélange de Chinois, les Han, de Coréens, de Mongols, de Toungous et de Mandchous. Le territoire est caractérisé par une partie ouest presque vide, et une partie est surpeuplée. 3. Le contexte économique. On divise parfois la Chine entre le nord et le sud. Au sud, ce sont des paysages de collines boisées qui rendent la circulation plus difficile. Beaucoup de rivières, de vallées rassemblent les populations et on y cultive le riz, le thé, le mûrier, les arbres et les fruits tropicaux, les bambous. Les villages possèdent encore des rues dallées et sont bordés de maisons à étages. Au nord s'étendent de vastes plaines de forêts et de plateaux au climat froid et relativement sec.
Le fleuve Amour sépare cette partie de l'est de l'ouest russe. La Chine du Nord-Est recouvre ce qui fut la Mandchourie entre les deux guerres, pendant l'occupation japonaise. L'espace est bien individualisé par la nature. Une immense gouttière est occupée par un ensemble de plaines qui couvre plus de 350 000 km² au nord-est et par les massifs montagneux, sur 807 000 km², à l'ouest du Grand Khingan, au nord-ouest du Petit Khingan, à l'est du Changbai-shan, frontière sino-coréenne. Dans ces plaines poussent le millet, le sorgho, le maïs, le tabac et le blé. À l'extrême nord, entre l'Ussuri et le Petit Khingan s'étendent des terres noires où les paysans cultivent le blé, les betteraves et pratiquent l'élevage. Les communications sont relativement aisées. Les maisons rurales sont regroupées en petits hameaux qui forment des villages alternant avec des villes, au plan en damier et entourés de murs. L'été est chaud, plus chaud qu'à Paris, situé à la même latitude. L'hiver est quasiment sibérien, 21 degrés Celsius. Les premiers flocons apparaissent en octobre. La région du Nord-Est est solidement structurée. Le réseau qui comprend les provinces du Heilongjiang, du Jilin et du Liaoning est le plus ancien et le plus complet de la Chine. Il reproduit la densité des concentrations industrielles et humaines de cette véritable Ruhr chinoise, par comparaison à la Ruhr allemande, région hautement industrialisée en Europe. Elle bénéficie des investissements de l'occupation russe, création du Transmanchourien et de la base militaire de Port Arthur à la fin du XIXe siècle, puis des investissements japonais qui, de 1932 à 1945, développèrent les ressources minières et agricoles de la région. Les Chinois, à leur tour, mirent en valeur les massifs forestiers du Petit Khingan et de la région du Heilongjiang qui représentent 60% pour tout le continent. La découverte du pétrole dans la région de Daqing pousse à la construction d'oléoducs, d'une voie Shenyang-Daqing. De grands axes routiers sont venus consolider ces aménagements. L'Heilongjiang est une région riche également en matières premières comme le charbon, le fer, le pétrole tandis que le Liaoning est la région agricole par excellence. Cela n'empêche pas la région de souffrir d'une grave pénurie d'eau pour ses terres arables, qui menacent la sécurité alimentaire de la Chine. En 50 ans, les zones de sécheresse ont augmenté de 65% tandis que les zones inondables diminuaient. La pollution, liée au charbon, a augmenté le taux des maladies respiratoires. Les pluies acides ont détruit des milliards d'hectares, ont désertifié la zone sans oublier les incendies de forêt qui n'ont fait que renforcer cette désertification. La région des Trois Provinces possède des sources d'eau chaude à Tangganzi, non loin de Qianshan. La légende raconte qu'une fée voulait un éternel printemps pour le monde. Elle brodait pour cela de jolis nuages sur les lotus. Au moment où elle confectionnait le 999e lotus, les dieux stoppèrent son action et tous les lotus tombèrent sur la terre de Qianshan, la transformant en verte colline. En mémoire de la fée, les habitants appelèrent l'endroit la montagne des 1000 lotus. L'urbanisation. Dès 1840, l'urbanisation commence. Elle va être le fait d'une nouvelle bourgeoisie et d'un sous-prolétariat, lumpenprolétariat. L'agglomération ferroviaire industrielle, d'origine russe et japonaise, voit le jour en Mandchourie avec la base navale de Port Arthur et la plaque tournante de Harbin. La capitale économique sera Mukden, l'actuel Shenyang. Après la prise de pouvoir des Rouges, 1949, on assiste à une période très active d'urbanisation. Selon le plan quinquennal et l'idéologie maoïste, l'idée était de faire disparaître les clivages entre la ville et la campagne, urbain-rural, ouvrier-paysan, entre les intellectuels et les manuels. La modernisation qui fera suite à la prise de pouvoir dès 1978 de Deng Xiaoping poussera au développement économique des grandes villes et le nouveau programme sera de transformer les villes de consommation en villes de production. Les villes économiques comme Dalian auront des fonctions industrielles, commerciales, mais elles n'auront aucune fonction administrative et donc aucun pouvoir de commandement administratif. Les grandes villes de la région. Shenyang, anciennement Mukden, est d'abord la capitale de la région. Elle possède un palais impérial miniature, rappelant la cité interdite de Beijing, construit dès 1636, des tombeaux, en particulier celui du fondateur de la dynastie des Qing, Huang Taiji, 1592 à 1643. La statue de Mao, flanquée de paysans,
d'ouvriers et de soldats vociférants, évoque la révolte de ces derniers pendant la révolution culturelle de 1969. Elle n'a pas été déboulonnée comme d'autres statues le représentant ont pu l'être dans beaucoup de villes du pays. Il y a aussi Dandong, ville 6 sur la frontière avec la Corée du Nord. Changchun avec ses 25 millions d'habitants est l'ancienne capitale du Manchukuo, l'ancienne résidence de Puyi. Elle est aujourd'hui équipée de studios de cinéma. Harbin avec ses 2,5 millions d'habitants possède sa ligne de chemin de fer construite par les Russes qui se termine à Vladivostok. La ville est mondialement connue pour son festival des lanternes et des sculptures sur glace qui dure de décembre à avril, chaque année. Dalian enfin, est une ville économique basée sur l'association entre les activités maritimes et industrielles. Elle a misé sur la haute technologie à capital étranger. On la compare à Hong Kong, la surnommant la Hong Kong du Nord. 4. Le contexte social. Dalian est une ville jeune avec ses jardins, ses monuments de moins de 100 ans, même si elle a déjà été habitée il y a 6000 ans. Au XIVe siècle, elle fut une base militaire. Mais l'ensemble de la ville hérite surtout des périodes russes et japonaises. C'est une ville de construction récente, s'apparentant un peu aux villes coloniales. L'on peut encore admirer certaines demeures de la période russe et certaines villas de la période du Manchukuo. L'emplacement de la ville est hautement stratégique, située non loin du Japon et de la Corée. Malgré des moments difficiles, en particulier pendant les occupations russes et japonaises, elle s'en est plutôt bien sortie. Quand l'on débarque de l'aéroport ou de la gare, l'on trouve une ville moderne qui ressemble plus à une ville occidentale qu'à une ville chinoise, comme on aurait pu l'imaginer. Ce qui faisait dire à une amie vivant au même moment où nous nous trouvions à Dalian, « Je ne vois pas de différence entre Dalian et une ville de chez nous. » La ville est composée de multiples gratte-ciel, buildings récents, grands supermarchés, bâtiments, entrepôts industriels. Elle possède aussi des quartiers résidentiels avec des maisons bâties dans un style autrichien ou européen, maisons très confortables d'allure et qui semblent très solides. De nombreuses places comme la place Zhongshan, de nombreux parcs aèrent le plan de la ville. Elle est entourée de collines que l'on monte et descend aisément. Mais l'on ne voit guère de vélos comme dans les autres villes chinoises à cause de ces collines. Les Chinois se sont mis à la mode occidentale. Ils promènent leurs petits chiens, les Pékinois, dans les parcs. Chaque Chinois tend à avoir son animal de compagnie. Ce qui n'était guère courant il y a encore 15 ans. C'est une marque d'enrichissement de la population. À l'extérieur, la ville possède ses cours de tennis, ses golfs, ses villas, son bord de mer très couru. Ce qui n'est pas sans donner l'impression d'une ville américaine de la côte ouest des États-Unis. Elle possède également ses hôtels de luxe, ses clubs de milliardaires qui sont autant chinois que japonais. Ils circulent à travers la ville au volant de leurs voitures de marque anglaise ou allemande, Jaguar, BMW. Universités, lycées, collèges, écoles se sont multipliées et il suffit de se trouver au moment de la sortie des classes pour voir que la cité est bien une cité de jeunes. La question que l'on s'est souvent posée au sujet des habitants de Dalian, comment arrivaient-ils à vivre correctement? En effet, comment joindre les deux bouts comme l'on dit chez nous? Les prix sont fort élevés. Nous avons parfois croisé des mendiants, enfants des rues. Mais la pauvreté se cache parfois, et il était difficile de s'en rendre vraiment compte. Nos collègues chinois n'en parlaient pas ou s'ils en parlaient, c'était pour dire « ils n'ont qu'à travailler, ce sont des fainéants ». Tout le monde semblait s'accommoder de cette croissance un peu débridée à nos yeux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.